est-ce que pour nous s'accorder à dire que les hostilités entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila viennent tout juste de commencer? Mais écoutez, il ne faudrait pas qu'on ouvre un nouveau front. Je crois que les fronts, il y en a déjà assez. Je crois que les deux personnalités politiques n'ont pas besoin de ce jeu de ping-pong. Okay. Je vais redire ce que je crois avoir évoqué une fois sur votre plateau. Ce proverbe africain qui dit lorsque la case brûle, ce n'est pas le moment de chasser la souris. Okay? C'est pour moi le moment de s'entrequiser pour savoir qui a fait quoi, c'est à cause de qui. Et on a besoin de regarder dans une même direction. Je pense qu'il faudrait que nous ne tombions pas dans ces pièges où nous allons commencer à nous entretuer alors que l'ennemi est d'abord à l'extérieur et non pas à l'intérieur. C'est ce qu'il nous faut faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Ne pas entrer dans ce jeu de ping-pong pour ouvrir un énième front qui n'aiderait pas à ce que les villes conquises aujourd'hui, les régions conquises aujourd'hui reviennent sous la coupe du gouvernement central. Mais la volonté doit venir de Félix Tshisekedi, comme vous l'avez toujours dit, les chefs de l'État doivent construire la paix et non lancer l'appel à la cohésion nationale quand il accuse son prédécesseur d'être le vrai commanditaire de tout ce qui se passe dans l'est du pays. Joseph Kabila réplique en demandant des preuves. Et donc, c'est un défi qu'il lance à son successeur d'apporter des preuves qui étayent son affirmation. Si le chef de l'État peut rencontrer Kagame, le président Kagame, je crois qu'il pourrait aussi rencontrer le président Kabila pour pouvoir échanger. C'est le moins que l'on puisse faire. C'est le moins que l'on puisse faire. Pour avoir été à la tête du pays pendant 18 ans et aussi pour pouvoir tirer au clair certaines choses pour dire que voilà, ici, c'est le Congo qui est en jeu. Ce ne sont pas nos petites personnalités qui sont en jeu, c'est plutôt la République démocratique du Congo qui est en jeu. Le mal est d'abord congolais. Je vais répéter. Un navire peut rester 200 ans, 10 ans, 15 ans sur la mer, il ne va pas chavirer, il ne va pas se faire noyade. Mais le navire va chavirer lorsque, à l'intérieur du navire, il y a une fissure. Ce qui fait crouler les navires, ce n'est pas les eaux autour du navire, mais c'est l'eau qui entre dans les navires. Donc nous avons besoin de faire les ménages en interne. Et les ménages en interne, c'est d'abord la cohésion nationale. Pensez la République démocratique du Congo avant les partis. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital HJ. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Une école de prestige mais qui ne garde plus que des vestiges. Des murs vétustes, ces salles de classe quasi vides, sans transition. La ténée de Ngingiri est passée de l'âge d'or à son déclin. Une école de référence dont l'état actuel contraste avec son environnement. Face à la baisse continue de la qualité, l'école a connu une chute brutale de ses effectifs, passant de 10 000 à moins de 2 000 élèves à ce jour. Des décennies durant, nous, élèves de ces complexes, avons payé le prix du délabrement, de la vétusté de nos infrastructures scolaires, et particulièrement du manque criant de bancs. Nous attendions le Messie. Enfin,
Les messies ont entendu s'appelle service national pour avoir inondé nos salles de classe avec 600 bas pupitres. Le Messie, chaleureusement ovationné à son arrivée par ses élèves désespérés. Sur ordre du commandant suprême, le service national, qui n'a été saisi que la semaine dernière par la direction de l'école, a sorti dans ses ateliers de l'Ancélé 600 bancs pupitres pour sauver ses complexes en détresse. On vous appelle ici le Messie. Est-ce que ça crée en vous un sentiment particulier, mon général? Ils m'appellent Messie, c'est parce qu'ils étaient désespérés peut-être. Les enfants étaient désespérés. Après plusieurs années, plusieurs décennies sans recevoir de bancs qu'aujourd'hui. Pour la petite histoire, cette école, le préfet, les responsables de cette école sont venus nous contacter eux-mêmes le jeudi de la semaine passée. Et nous leur avons promis que la semaine prochaine, nous allons. Donc de manière prompte, nous avons réagi. Je crois que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes imbéciles. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation. Et voilà, je ne suis pas un messie. Simple fonctionnaire qui traduit en acte la vision du président de la République et porte avec abnégation la campagne présidentielle Pas d'école publique sans banc à travers le pays. À ces jours, plusieurs écoles et universités de Kinshasa, Mbuji-Mayi et du Katanga ont déjà bénéficié de cette dotation présidentielle. L'heure a sonné pour l'action afin de mettre nos enfants, tout ce que nous avons de meilleur, dans de bonnes conditions d'études. Voilà la vision pour laquelle, sur l'instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris de doter les écoles du pays en bancs pupitres. À ce jour, plusieurs écoles et universités de Kinshasa, du Grand Katanga et du Grand Kasaï ont été servies en bancs pupitres. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut scientifique et technique de Ngiringiri de recevoir 600 bancs pupitres. C'est un premier geste, certes, mais qui n'est pas le dernier. Dans les jours à venir, le service national, toujours sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, sera parmi vous pour une autre dotation, peut-être en manuel scolaire ou en d'autres documents pédagogiques. À ces sujets d'ailleurs, le SN s'apprête à installer ses imprimeries modernes pour la production des manuels et d'autres fournitures scolaires. Nous avons la baraka de l'avoir en fin de semaine pour le plus grand bien de téléspectateurs et internautes qui nous ont demandé avec insistance de le faire revenir sur ce plateau pour continuer à profiter de ses analyses pointues, de son discours fertile et limpide et que sais-je encore. Il est avec nous sur ces plateaux, l'homme aux multiples casquettes, homme d'église, professeur des universités, écrivain et surtout expert en leadership. Dans cette émission, nous allons aussi parler de cette dernière casquette qui l'a conduit à écrire un bel ouvrage ou un bel ouvrage qui est sur le marché, leadership au féminin. Docteur Silas est avec nous. Nous avons bon espoir que vous passerez du bon temps de télé et que vous allez suivre cette émission avec un intérêt particulier, comme vous savez toujours le faire depuis une certaine période. C'était l'honneur de vous avoir, Docteur Silas. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Gédéon. Merci. Comment la santé, la vie, les affaires? Nous sommes en vie, heureux d'être en vie, reconnaissants. Voulais-je dire, d'être compté parmi les vivants, c'est une grâce énorme et nous continuons dans la mesure du possible à contribuer à l'amélioration de notre société avec le peu que Dieu nous a mis à notre disposition comme ressources intellectuelles, matérielles. Voilà donc. Et en préparant cette émission, je suis allé tomber sur une affiche sur vos canaux sociaux. Vous dites, celui qui décide d'écrire votre histoire, décide de votre futur.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah, ok. Ben écoutez, vous devez être maître de votre vie, vous devez être maître de votre histoire, parce que l'on dit, si c'est le chasseur qui écrit l'histoire, Mhm. il parlera de sa victoire sur les lions, Les récits de chasse tourneront à la gloire du chasseur. à la gloire du chasseur. Mhm. D'où il faudrait que chacun s'assume et parvienne à écrire l'histoire. Moi, il est difficile de pouvoir écrire une histoire dans laquelle on n'a pas voulu être acteur. Donc ici, ce n'est pas seulement question d'être narrateur, mais avant tout d'être acteur. Écrire l'histoire ne se fait pas d'abord avec un stylo à encre. Écrire l'histoire se fait d'abord par la qualité des actions que vous posez. C'est-à-dire, vous posez les questions de savoir quelles sont les actions les plus productives, les plus prolifiques, les plus efficaces et stratégiques que vous aurez à poser pour pouvoir demain vous amener à écrire en toute fierté et dignité l'histoire de votre parcours. Voilà un peu ce que ça signifie. Ça signifie aussi éviter de vivre une vie par procuration. Vous rassurez que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour vous, pour votre intérêt, et que vous n'êtes pas en train de le faire pour quelqu'un d'autre. Sinon, vous n'êtes que victime d'une simple manipulation, croyant poursuivre vos objectifs. En réalité, vous êtes en train de poursuivre l'agenda de quelqu'un d'autre. Donc, en des termes clairs, il y a des gens qui subissent l'histoire qui a été écrite par d'autres. Au fait, c'est comme un scénario. Ils ne sont que des acteurs à qui l'on a attribué des rôles. Par conséquent, ils ne jouent pas un rôle prépondérant. Ils ne jouent pas un rôle. Et cela est valable pour les individus. Cela est aussi valable pour les nations. Des nations qui vivent, qui peuvent même prétendre aboutir à une quelconque émergence. Mais en réalité, ils sont restés fidèles et loyaux à l'agenda de telle ou telle autre puissance. Donc, c'est une réflexion qui dépasse les simples cadres scientifiques ou religieux. Ben écoutez, la vie n'est pas simplement scientifique, la vie n'est pas simplement religieuse, la vie n'est pas simplement politique, la vie est cette complexité-là. Voyez-vous? Et la difficulté que nous avons souvent, c'est de ne regarder la vie qu'avec les lunettes religieuses, les lunettes tantôt scientifiques. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe autour de nous, au regard de la complexité de la vie, nous devons avoir un regard global, un regard holistique, à la fois politique, religieuse, culturelle, économique, parce que la vie, c'est tout là. Voyez-vous? La vie, c'est cet ensemble. Et les nations qui parviennent à se développer aujourd'hui sont les nations qui ont accepté de tenir compte de ces différents perspectives ou paradigmes. Et les nations qui pataugent dans la précarité, dans la pauvreté, comme la nôtre par exemple, vous allez vous rendre compte que le curseur est plus placé tantôt sur la religion, tantôt sur la politique. Les scientifiques, le culturel, l'artistique consort est resté relégué au second rang. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, parce que nous n'avons pas mis en œuvre toutes les ressources que nous avons. Et ces ressources ne sont pas que religieuses et politiques. Et dans l'histoire des nations, ou à ce qui nous concerne à juste titre, comment parvenir à changer la donne, à être à même d'écrire notre propre histoire pour nous affirmer davantage? Écrire notre propre histoire nécessite un préalable. Ce préalable, c'est de pouvoir disposer d'un véritable leadership dont le rôle sera d'assumer l'orchestration, de créer une synergie en termes de ressources, en termes de vocation, en termes d'ambition, parce que le relèvement d'une nation nécessite une multiplicité de main-d'œuvre et d'intelligence. Et cette multiplicité ne peut pas être réduite que ce main-d'œuvre, voulais-je dire, ne peut pas être réduit qu'au niveau de politique. C'est lorsqu'on va créer cette sorte de synergie, une sorte d'orchestration, dont la maestra sera assurée par le leadership collectif, c'est alors que nous saurons cette fois-là prétendre écrire notre propre histoire. Et cette histoire doit être écrite avant d'être vécue, pour que les enfants qui viendront demain la lisent. C'est-à-dire, il faudrait que nous puissions décider pour savoir où est-ce que nous voulons aller, pourquoi nous voulons y aller, quels sont les moyens que nous disposons en tant qu'État, en tant que nation pour y parvenir, quelles sont les ressources que nous avons, quelles sont les compétences que nous avons. Il se pourrait que l'on puisse déceler qu'arriver à atteindre cette ambition, l'ambition elle est noble,
Mais seulement ce qui nous fera défaut, c'est les déficits en termes de compétences. Et pour combler ces déficits en termes de compétences, c'est alors que nous allons décider le format que nous allons donner à notre école. OK? Pour répondre finalement à la question, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Est-ce l'école ou la société? C'est-à-dire, l'école sera maintenant une réponse aux besoins de la société. Nous aurons besoin de telle compétence, telle compétence, telle compétence. Lorsque nous allons y réfléchir, cette fois-là, l'école deviendra pour nous non pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen pour amener la nation à atteindre l'ambition qu'elle s'est assignée, à atteindre la vocation qu'elle croit être la sienne. Et cette orchestration nécessite à ce que chaque compétence soit mise à profit, nécessite à ce que chaque intelligence, chaque ressource que nous disposons, c'est amener la nation à avoir moins de spectateurs, moins de revendications et beaucoup plus d'acteurs. Impliquer tout le monde dans le travail, que la nation cesse d'être une plateforme de débat politique pour devenir un chantier dans lequel les politiques, les scientifiques, les culturels, les religieux, les hommes des médias et que sais-je d'autres s'impliquent pour l'érection, la construction d'une nation forte et puissante au centre de l'Afrique. Si nous ne le faisons pas, nous continuerons certes à survivre en tant que nation, mais ça sera une survie par procuration, c'est-à-dire nous allons survivre pour les besoins des autres parce que nous n'avons pas été à même de définir quelle est notre vocation et quelle est l'ambition que nous voulons atteindre. La nature a horreur du vide, c'est-à-dire on constate que l'école n'arrive pas à être, ce que vous avez dit tantôt, et non un objectif, avec et non un objectif une fin en soi, mais un complément. Un complément. Alors, est-ce que l'objectif... Un moyen. Ouais, pour un moyen, justement. Est-ce que l'objectif reste atteignable? Et est-ce possible que l'on puisse y parvenir à cette fin? Oui, c'est possible, mon cher ami. C'est possible, mais maintenant, je ne voudrais plus parler de la possibilité. Je voulais plutôt dire maintenant que c'est prioritaire, c'est impérieux pour nous. Cela devient une nécessité. Donc, ce n'est plus seulement question de possibilité, mais cela devient maintenant une question de nécessité. Il faudrait qu'on réfléchisse de la sorte, sinon, nous continuerons à vivre comme nous sommes en train de le faire dans ces territoires que nous appelons la République démocratique du Congo, mais pas pour nous, pour les autres. Et pour cela, il faudrait que le leadership à la tête de notre pays soit un leadership clairvoyant, un leadership que je qualifie de stratégique, avec un regard global pour savoir où est-ce que nous voulons aller, quel rôle nous voulons jouer. Je vous l'ai dit tantôt, que dans la géopolitique, le rôle détermine le pôle qu'on va occuper. On ne peut pas atteindre le pôle de puissance ou d'une nation émergente si au départ on n'a pas d'abord défini le rôle que nous voulons jouer. Et c'est lorsque nous allons définir ce rôle que nous allons jouer que nous pourrions cette fois-là évaluer les ressources que nous avons à notre disposition. Si nous n'avons pas telle ressource, nous pourrons faire comme certaines nations l'ont fait à une certaine époque de leur histoire. Nous pourrons emprunter ces vases vers ceux qui en ont. Question pour nous de devenir cette nation que nous sommes appelés à devenir. Donc la possibilité, elle existe. Rien n'est impossible. Ça peut se construire en combien de temps? Ben écoutez, le tout dépendra de notre niveau d'humanité. La question n'est pas par rapport au temps. La question, c'est par rapport à notre capacité. Si nous sommes des hommes totalement achevés, des hommes bien structurés, des hommes bien construits, en moins de 10 ans, il est possible que nous n'ayons peut-être que 2 États devant nous. Peut-être l'Afrique du Sud, peut-être le Nigeria ou l'Égypte. En moins de 10 ans, on peut le faire. Peut-être le Maroc. En moins de 10 ans, c'est possible. Mais pour cela, il faudrait commencer par se concentrer sur ces 2 éléments. Premier élément, c'est l'homme congolais. Cet homme congolais n'a jamais été construit. Cet homme congolais n'a jamais été structuré pour être un homme achevé, spirituellement, mentalement, intellectuellement et moralement. Le Congolais existe simplement
parce qu'il a été accouché par la maman congolaise, par une femme congolaise. Mais maintenant, il faudrait que l'État congolais pense à faire de la population congolaise un véritable capital humain, capable de prendre à bras le corps les destins de son pays. Et pour cela, il faudrait construire l'homme congolais qui, aujourd'hui, est un homme déconstruit. Il faut le construire parce qu'il a été déconstruit. Deuxième élément sur lequel il faudrait se focaliser, après avoir construit l'homme congolais, il faut vite penser construire l'État congolais. Nous sommes dans un État évanoui, un État éternellement bébé, un État qui aime être pris en charge, un État qui ne veut pas s'assumer, mais qui condamne les autres de ne pas autant s'intéresser aux problèmes qui est les siens. Il faut construire cet État, l'amener à une fonctionnalité rationnelle comme les États modernes devraient fonctionner en plein 21e siècle. Si on se focalise sur ces deux aspects, je pense qu'en moins de 10 ans, il est possible. Pourquoi je dis en moins de 10 ans? Parce que tout ce qu'il faut, nous les avons. Nous avons la ressource naturelle, les ressources naturelles. Nous les avons en abondance. Nous avons la ressource humaine. Nous en avons. Plus de 65% de la population congolaise en moins de 25 ans. Ça, c'est une ressource énorme. Maintenant, il faudrait capitaliser cette ressource. La capitalisation de cette ressource passe par une formation adéquate et stratégique, c'est-à-dire équiper le jeune Congolais à devenir demain le moteur de son développement, à devenir demain des hommes qui respirent la patriocratie, des jeunes gens qui sont capables de faire un distinguo entre le parti et la patrie, qui sont capables de se battre pour la nation et non pas de se battre pour les leaders politiques, qui sont capables d'avoir un niveau de critique assez élevé pour disséquer et discerner la manipulation dans le chef de leaders religieux, dans le chef de leaders politiques. Et pour cela, je pense que les moyens, nous les avons. Maintenant, il faudrait créer des cadres de formation, de transformation et d'information. Et ces cadres-là passent essentiellement par l'école. Ces cadres-là seront constitués par l'école, par l'université, par les médias, parce qu'il ne faudrait pas oublier aujourd'hui... Qui seront comme des incubateurs. Comme des véritables incubateurs. Mais pour que cela soit comme des véritables incubateurs, il faudrait que l'on ait un profil de l'homme que l'on veut avoir. À quoi doit ressembler cet homme congolais? Cet homme congolais qui, dans les 10 prochaines années, pourrait amener la République démocratique du Congo à être une superpuissance africaine au centre du continent. Pour cela, il faudrait que nous puissions y penser en amont et sortir de cette vie, de cette routine qui nous pousse à faire les choses à la va-vite. Et en 30 secondes, Dr Silas, et quelles sont les conséquences à redouter au cas où la négligence s'installerait et on refuserait de s'y plier? Écoutez, vous savez, je l'ai toujours dit que l'avenir de l'Afrique, c'est le Congo. L'avenir de l'Afrique, c'est le Congo. Mais l'avenir de l'Afrique pourrait aussi se conjuguer sans le Congo. OK? Donc aujourd'hui, le monde, l'Afrique ont besoin du Congo. Mais ils peuvent aussi se passer du Congo. Nous avons aujourd'hui des concepts que nous avons développés, que nous répétons comme des refrains pour nous mettre dans une sorte de conformisme, nous apaiser, soit nous auto-flageller. Ben écoutez, on ne nous aime pas, on ne nous assiste pas, la communauté internationale, on a peur de la balkanisation, ainsi de suite, et voilà. Si nous ne prenons pas à bras le corps les destins de notre nation, nous perdrons ces pays. Perdre ces pays signifie aussi rester dans ces pays sans qu'il soit un État. Et le risque est imminent. Tombant, le risque est très imminent. Et les risques ne viennent pas simplement de l'extérieur. Les risques viennent de notre indifférence. Voyez-vous, le mal qui vient de l'intérieur est plus dangereux que celui qui vient de l'extérieur. On peut faire face, on est plus prudent quant aux gestes aux faits et gestes de l'ennemi, et on est moins regardant aux faits et gestes de ceux qu'on considère comme amis. Ah ouais, la période d'ailleurs que nous vivons
est particulièrement délicate et nécessite à la fois prudence et retenue parce que tout pourrait se jouer sur quelques petits détails sans lesquels le Congolais pourrait inconsciemment mettre en péril la stabilité de leur pays. Alors, Dr. Silas, lors de votre passage, la dernière fois ici, vous avez parlé du leadership, du choix même des collaborateurs. Et il est vrai de constater que nous pataugeons sérieusement dans ça. Alors, vous parlez du talent, en même temps, vous parlez de la confiance et de la compétence. Oui. Mais quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, lorsque vous rencontrerez prochainement le Dr. Silas, posez-lui la question que dans notre environnement ou dans notre contexte, il est difficile de détecter les compétences et donc plus facile de faire confiance à un homme parce qu'on le connaît que de détecter les compétences et les talents. Peut-être vous pouvez aussi opérer le choix sur 1 ou 2 collaborateurs. Après, ça se révèle ne pas être le choix qu'il fallait. Le chef peut-être s'est trompé sur le choix qu'il a opéré. C'est plus facile dans la théorie que dans la pratique. Comment s'y prendre alors? D'abord, il faut dire que je ne pense pas que cela soit vrai en disant c'est difficile de détecter les compétences. Si. Il y a de ces compétences qui sont évidentes. Mais le comble, c'est que généralement pour nous, Africains et Congolais en particulier, nous plaçons plus l'élément confiance avant l'élément compétence. Parce que quelquefois, nous nous sentons dans une sorte d'insécurité lorsque nous sommes entourés de personnes compétentes, mais qui ne nous montrent pas une certaine amitié, qui ne nous montrent pas une certaine loyauté. C'est vrai, les deux doivent être conjugués ensemble, la loyauté et la compétence. Lorsque vous pensez qu'il est difficile de détecter la compétence, la chose la plus facile à faire, c'est de prouver celui qui prétend être compétent en lui faisant passer par un test. Si l'issue de ces tests prouve que la personne est compétente, eh bien, vous l'engagez. Mais aujourd'hui, il faudra aussi relativiser ou globaliser la notion de la compétence. La compétence ici ne peut plus être limitée qu'à l'aspect technique, à la technicité. La compétence, c'est aussi dans la capacité pour cette personne de vous témoigner la loyauté, mais aussi dans sa capacité à travailler en équipe. Mais puisque nous voulons plus donner du travail aux gens, au lieu de les amener à travailler, c'est ce qui bloque. On veut donner du travail à un cousin, on veut donner du travail à son ami, on veut donner du travail à X parce qu'il est de ma tribu, on veut donner du travail à Y parce qu'il est de mon parti politique. On ne se pose pas la question sur le rendement du travail que lui va apporter. Parce que nous avons inversé. Il faudrait plutôt que nous fassions comme on le fait dans les managements modernes où avant le recrutement, on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter à l'entreprise, à apporter dans ma boîte. Mais chez nous, c'est le contraire. Donnez-moi du travail. Je n'ai pas un travail à vous donner. Dites-moi plutôt ce que vous pouvez apporter comme amélioration ou contribution dans mon entreprise. Ce qui signifie ici que la compétence devient l'élément premier sur lequel on se focalise avant de procéder à un quelconque recrutement. Alors, et ça, c'est l'apanage d'une certaine catégorie de personnes qui savent détecter ou dénicher les talents ou les compétences. Parce que dans la plupart des cas, on opère le choix sur X ou Y et on se rend compte par la suite que ça n'a pas été le choix qu'il fallait. Oui, on peut avoir une vision que l'on poursuit, on peut être à la tête de son entreprise, on peut être à la tête d'un gouvernement, on sait savoir ce que l'on veut, mais on n'a pas toujours cette manie, on n'a pas toujours cette intelligence-là technique de pouvoir détecter, dénicher les compétences. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des cabinets qui peuvent vous aider à procéder à ce recrutement. Aujourd'hui, dans le monde managérial et même dans le monde politique, il y a ceux qu'on appelle les chasseurs de cerveau. Ils existent. Ce sont des gens qui peuvent parcourir le monde, vous trouver les compétences dont vous avez besoin. Ça existe chez nous? Chez nous, ça existe. Je peux vous aider. En bas? Oui.
vous trouvez des personnes qui sont assez calées, compétentes pour telle autre fonction. Sinon, vous tombez dans ce que nous avons toujours déploré, ces déficits en termes de casting. Les bonnes personnes aux bons endroits, les bonnes personnes pour les bonnes fonctions, c'est ce qui nous bloque le plus généralement. Alors, ces chasseurs de cerveaux existent. Le premier ministre Lee Kuan de Singapour l'a fait. Il a fait appel à des techniciens qui l'ont aidé à recruter les meilleurs cerveaux singapouriens, ce qui a fait qu'il est parti d'un état de précarité à un état d'émergence en un temps record. La Corée du Sud l'a aussi fait. Le comble aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait de nos partis politiques le prolongement du cursus académique. C'est-à-dire, lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est premier ministre, lorsqu'on est président de la République, l'on croit être sécurisé en recourant aux gens du parti politique. Or, militantisme ne rime pas toujours avec compétence. On peut être loyal vis-à-vis du chef, mais la loyauté à elle seule ne suffit pas. Votre femme est loyale, mais ce n'est pas pour autant que vous allez co-présenter l'émission avec elle. Mon épouse peut être très loyale à mon égard, mais ce n'est pas pour autant que je vais la faire asseoir à côté pour copiloter un avion. C'est-à-dire, la compétence, elle est avant tout technique. Si l'on se rend compte que cette compétence technique est détenue par Gédéon, mais aussi Gédéon a quelques lacunes en termes, par exemple, dans sa capacité de gérer ses émotions pour pouvoir travailler ensemble en équipe, eh bien, il existe aujourd'hui en management des procédures qui vous permettent de mettre à niveau vos collaborateurs pour les amener à imprégner votre vision, mais aussi à travailler en équipe. Pourquoi? Parce que la plus grande difficulté que les managers rencontrent, et la plupart de nos leaders politiques, d'ailleurs on les voit même avec le gouvernement actuel, une absence de cohésion. Et pourtant tout le monde prétend se battre pour la vision du chef de l'État. Dû entre autres à quoi? Je pense qu'au départ, on a nommé des gens, mais on ne leur a pas dit ce qu'on attendait d'eux, mais aussi on ne leur a pas assez enseigné sur la nécessité pour eux de travailler en synergie. Et ça pose un sérieux problème. Ce qui fait que vous avez 11 joueurs sur le terrain, mais vous n'avez pas une équipe. Chacun de ces joueurs est très compétent pour son poste. Chacun de ces joueurs est très fort, expérimenté. Et il a une carrière, il draine derrière lui un parcours excellent. Mais la difficulté, c'est qu'ils ne savent pas jouer ensemble pour former une équipe. On peut avoir un Cristiano Ronaldo, on peut avoir un Lionel Messi, on peut avoir un Kylian Mbappé, on peut avoir un Rodrigo, on peut avoir les jeunes hommes barcelonais, Lamine Yamal. Voilà, on peut les avoir tous sur terrain avec un même maillot, mais la difficulté pour le coach serait de les amener à jouer ensemble. Le coach qui les a classés sur le terrain n'est pas meilleur. Le meilleur des coachs, c'est celui qui parviendra à faire à ce que Lionel Messi fasse marquer Cristiano et que Cristiano fasse marquer Messi. Et pour ça, il existe aussi des cadres où l'on fait comprendre à ces différents ministres que les sorties que vous faites chacun à sa manière, disant ce qui lui monte à l'esprit, nuit à la cohésion. Et quand il n'y a pas cohésion, il n'y a pas avancement. Est-ce que mélanger un temps de talent ou plusieurs talents dans un même lot est un facteur rédhibitoire dans la marche harmonieuse de l'équipe? Là, je fais allusion parce que vous avez parlé de quelques des principes du football, aux galactiques, des superstars, des joueurs qui sont arrivés au top niveau. Mais les galactiques n'ont pas fait mieux que peut-être les Real sous Zidane, par exemple. Est-ce que ça serait rédhibitoire dans la marche de l'équipe? Par exemple, on a un gouvernement avec beaucoup de talent, beaucoup de compétences. Parfois, ça s'entremêle les jambes.
Bon, beaucoup de talents, beaucoup de compétences. Des fois, nous confondons notoriété et talent. Il y a certains hommes politiques qui ont atteint une certaine notoriété politique, mais qui ne sont pas compétents. Alors, dans le cas où on a des compétences, maintenant, comment jongler? Eh bien, c'est là où maintenant le coordonnateur, le chef du gouvernement doit faire preuve de son leadership, en ne mélangeant pas seulement les compétences, mais en les fusionnant. C'est-à-dire les amener à travailler pour un même intérêt, les amener à taire chacun ses ambitions politiques pour faire atteindre à la nation ses ambitions géostratégiques. Cela est d'une importance capitale. Alors, pour cela, il faudrait que celui qui est le leader se rassure que mon gouvernement n'est pas une sorte d'arène de combat entre ministres, entre vice-premiers ministres. Et pour cela, il faudrait que celui qui est à la tête soit assez fort, mais aussi qu'il soit celui qui prêche dans l'exemplarité. Qu'il dise aux uns et aux autres, nous sommes serviteurs de la nation. Nous servons les intérêts de la République. Voilà les objectifs que nous nous sommes assignés en tant que gouvernement. Nous refusons toute sortie populiste. Quand il faut parler au nom du gouvernement, voilà celui qui s'en charge. Quand il faut, pour que chacun n'aille pas marcher sur, qu'il n'y ait pas conflit de compétences, qu'il n'y ait pas télescopage en termes d'objectifs poursuivis. Je pense qu'on a intérêt à faire appel à des compétences, pas simplement à des popularités. Mais généralement, chez nous, on croit qu'un gouvernement est fort parce qu'on a X, Y qui a obtenu autant de voix. On peut obtenir autant de voix et ne pas avoir de technicité. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, les personnalités les plus compétentes ont généralement été moins populaires. Allez, merci beaucoup. Place à l'actualité. Nous allons réserver... Il y a 5 minutes ou 7 minutes qui seront imparties au mentorat et leadership à la fin de cette émission. Nous allons parler maintenant de l'actualité. Dr Silas, nous allons, avec votre coup d'analyse, votre coup d'œil, essayer de comprendre ce qui se passe dans la sous-région. L'actualité reste dominée par le pourparler des Luanda qui n'ont pas eu lieu, programmé pour ce mardi 18 mars. Le M23 n'y a pas participé pour des raisons évoquées, des sanctions, mais aussi les bombardements continus de forces armées de la République démocratique du Congo. Coup de surprise, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se rencontre à Doha avec son homologue rwandais Paul Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar. Comment essayez-vous de comprendre cet épisode? Est-ce que nous avons assisté à une sorte de départ et d'arrêt? Cela justifié par quoi? Quelles sont les dynamiques qui se jouent, qui sont en présence? Ben écoutez, mon cher ami, d'ailleurs, nous sommes en face d'une véritable nébuleuse. Une véritable nébuleuse, un monstre aujourd'hui qui ne fait que s'ajouter des têtes, c'est-à-dire un véritable idole, comme disent les Grecs. Tous, nous nous attendions à ce que le 18, qu'il y ait cette rencontre, comme le gouvernement l'avait accepté de rencontrer le mouvement du M23 à Luanda. Mais il faut relever ici que le M23 a reçu une passe en or de la part de la communauté internationale de l'Union européenne, qui, en sortant cette sanction à la veille, a donné un véritable prétexte au M23 pour pouvoir sécher Luanda. Mais on ne peut pas désespérer, d'autant plus que même à Doha, qui a été une surprise pour tous, la question, le processus de Luanda, le processus de Nairobi, ont été évoqués même à Doha. Et ici, il faudrait que ceux qui nous suivent parviennent à comprendre que le Doha ne va pas se transformer en une autre sorte de processus parce que Doha a refusé de devenir un énième processus et pourtant il a pourtant par contre évoqué le processus de Luanda et de Nairobi
qui devait, conformément à la dernière réunion de Dar es Salaam, être fusionnés. Donc je pense que rien n'est perdu jusque-là. Okay? Alors pourquoi le choix de Doha? Ben, il faut comprendre que Doha n'a pas cherché à intervenir juste pour nous aider ou encore pour pouvoir départager le Congo et le Rwanda. Ce n'est pas par simple humanisme. Okay? L'arbitrage que le Doha veut exercer résulte avant tout des intérêts que Doha a dans les deux pays, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Parce que la continuité de ce conflit va quelque part avoir un impact, une incidence sur les retombées que Doha attend et de la RDC et du Rwanda. Rappelez-vous que Doha a plus de 49% d'actions dans Rwandair qui aujourd'hui ne pouvant pas survoler l'espace aérien congolais connaît un impact énorme. Okay? Doha est aussi en action avec la mine d'or qui, exploitée ici chez nous, devait être transformée au Rwanda et vendue vers l'extérieur. Doha en était aussi bénéficiaire. Donc je pense que Doha se comporte en un véritable État stratège. Il vise avant tout ses intérêts. Si la fin du conflit pourrait assurer ses intérêts, eh bien, il est tout à fait normal que Doha intervienne. Alors, cela étant, la médiation de l'émir du Qatar pourrait être solide. Je ne dirais pas qu'elle pourrait être solide parce que cette médiation, en réalité, n'existait pas encore. Il n'y a pas encore de médiation. Plutôt, l'émir du Qatar a réussi à faire rencontrer des protagonistes. Le président Félix et le président Kagame, qui il y a un mois, personne ne croyait à cela. Le président Joao Lourenço n'a pas réussi, l'Union africaine n'a pas réussi, l'EAC, la SADC n'a pas réussi. Lui, il a réussi compte tenu des intérêts qu'il représente, qu'il poursuit dans ces deux États, mais aussi parce que chacun de ces États, chacun de ces chefs d'État, personne ne voudrait les perdre. Okay? Personne ne voudrait aller à l'encontre de sa vision quant à ces conflits. Alors, dire qu'il y a une médiation, jusque-là, il n'y a pas de médiation. Et pourtant, il a par contre dit qu'il faudrait que les deux chefs d'État puissent privilégier et aller dans le sens du processus fusionné de Luanda et de Nairobi. Mais il a quand même pu obtenir un cessez-le-feu entre les partis. Mais écoutez, il faut faire très attention. Il a pu obtenir un cessez-le-feu, mais il ne pouvait pas obtenir ce cessez-le-feu dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que le président Kagame ne pouvait pas signer un cessez-le-feu à Doha pour la simple raison que cela le ramènerait à se dédire, lui qui a toujours nié, qui n'était pas en conflit direct avec la République démocratique du Congo. Donc je ne vois pas comment il allait se dédire pour prétendre à un cessez-le-feu, lui qui considère qu'il n'était pas un acteur direct. Donc s'il y aura un cessez-le-feu, ça sera entre les M23 et le gouvernement congolais. Alors comment le faire revenir à la table des discussions ou de pourparlers, parce que pas plus tard que dans la soirée d'hier, le ministre des Affaires étrangères angolais est monté au créneau pour fustiger cet état de choses, voir que le processus de Luanda qui a tenu à rabibocher les deux chefs d'État n'a pas abouti à quelque chose, mais curieux que cela puisse paraître, c'est l'émir du Qatar qui s'y mixe. Bon, l'émir du Qatar s'y mixe, comme nous l'avons dit, c'est avant tout une question de rapport de force. Hein. On ne va pas comparer le pouvoir que l'émir du Qatar, peut exercer sur l'Angola, sur le Congo et sur le Rwanda. Ce n'est pas le même pouvoir que Lourenço pourrait exercer sur le Congo et le Rwanda. Donc c'est avant tout une question de rapport de force. Alors, deuxièmement, je pense que l'Angola n'a pas voulu cacher son mal. Il a exprimé par son ministre des Affaires étrangères son mécontentement. Je pense que l'Angola doit comprendre que c'est une question avant tout des rapports de force. Maintenant, c'est au gouvernement congolais et au gouvernement rwandais de ne pas offusquer l'Angola, lui faire comprendre qu'il est fait pour nous d'aller au Qatar
ne va pas nous amener à nier les efforts que le président Lorenzo est en train de fournir. Et continuer dans cet élan-là, je pense qu'on pourrait finir par trouver un véritable cessez-le-feu. On pourrait y parvenir. Mais dans l'entretemps, il faudrait que la République démocratique du Congo procède cette fois-ci maintenant à ce que nous avons toujours dit, le talk and fight. Alors que nous sommes en train de nous concerter, alors que nous sommes en train de chercher à négocier pour pouvoir trouver la paix, que nous continuons aussi sur terrain à nous reconstituer, à nous doter les moyens nécessaires pour que sur terrain, nous ayons de l'avantage. Pourquoi? Sinon, les M23, qui semblent aujourd'hui avoir de l'avantage sur terrain, pourraient nous faire tourner en bourrique en continuant à sécher les prochaines rencontres si jamais il y en avait. Voilà. Et il y a l'ancien député élu de Goma, Jean-Baptiste Kassekwa, vice-président délécidé de Martin Fayoulou, qui disait que le Rwanda met en échec le rendez-vous de Luanda du 18 mars 2025. M23, Alliance Fleuve Congo, met en échec le pourparler de Luanda. Félix Tshisekedi se retrouve au Qatar, dont la médiation avait été proposée depuis longtemps par le Rwanda au détriment de Luanda. C'est donc le Rwanda qui dicte les règles du jeu. Il faut donc beaucoup de vigilance et de prudence. Partagez-vous son analyse? Je ne dirais pas que le Rwanda dicte les règles du jeu, mais le Rwanda a un avantage. L'avantage résulte de sa position sur terrain. Jusqu'à ce que nous parvenions à renverser la vapeur, ça sera difficile. Nous risquerons de subir les caprices. N'est-ce pas que ça pourrait l'amener à en tirer avantage? Ben, écoutez, il faut vite qu'on s'organise, surtout sur le plan militaire. Il faudrait vraiment qu'on s'organise surtout sur le plan militaire, essayer de rehausser un peu la morale de nos troupes, leur donner les moyens nécessaires, mais beaucoup plus aussi recréer cette cohésion nationale autour de ces conflits. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda n'a pas trouvé intérêt à négocier. Mais ce qui pousse le Rwanda à négocier aujourd'hui, c'est aussi grâce aux sanctions que nous, grâce à notre diplomatie, qui a été très effective, qui a amené les partenaires du Rwanda d'hier à se retourner contre lui et à les sanctionner. Il faudrait aussi reconnaître ici que le Rwanda se sent un tout petit peu asphyxié. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Rwanda se trouve dans la même posture qu'il était il y a un mois passé. Il y a quand même eu évolution. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la donne? La donne qui a changé d'abord sur le plan diplomatique, il faudrait reconnaître qu'il y a une sorte d'isolement. Okay? Mais l'isolement du Rwanda ou l'affaiblissement du Rwanda ne nous rend pas forts, forcément. Okay? C'est-à-dire le Rwanda s'affaiblit du point de vue diplomatique avec toutes les sanctions qui pèsent sur lui. Mais dans l'entretemps, cela ne nous renforce pas. D'où nous devons maintenant chercher comment tirer l'épingle du jeu. En affaiblissant le Rwanda, qu'est-ce que nous sommes dans l'entretemps en train de faire sur terrain pour nous donner de la force, pour nous renforcer en tant qu'État et avoir l'avantage sur le Rwanda. Parce qu'il ne faut rien prendre à la légère. L'histoire a tendance à se répéter. Et nous ne voudrions pas que les choses se passent de cette manière-là. Qualifier le M23 de mouvement supplétif, de pantin, marionnette, ainsi de suite, c'est le discours que nous sommes censés avoir. Mais nous ne devons pas non pas aussi minimiser l'avancement ou l'avancée de ces M23 sur terrain. Il faudrait, alors que nous sommes en train de nous battre sur le plan diplomatique, déployer autant de moyens stratégiques pour que nous puissions être à même d'arrêter le M23 à ne plus avancer. Parce qu'au fur et à mesure qu'il avancera, il n'aura plus intérêt à négocier. Alors, comment expliquer alors que le Rwanda, qui est mis en difficulté, le président rwandais Paul Kagame qui se débusque maintenant, mais le M23 n'accepte pas toujours l'opportunité qui lui a été offerte de se présenter à la table des négociations. À ce moment-là, les sanctions ont exactement quel caractère ou quel effet? Parce que Kagame a dit qu'il ne va pas s'y plier. Mais Kagame a dit qu'il ne va pas se plier. Je pense que dans une telle situation, il faut aussi tenir compte de la personnalité de l'homme d'État.
Kagame, qu'il n'a pas manqué, qu'il n'a pas hésité à dire que s'il fallait choisir entre la survie et les sanctions, il opterait pour la survie. C'est-à-dire, c'est un vent à guerre, c'est une véritable machine de guerre. Et ça devrait amener l'intellectuel congolais à pouvoir mettre en place une autre démarche qui aille au-delà des sanctions des Occidentaux contre le Rwanda, parce que ces sanctions affaiblissent le Rwanda, mais ces sanctions n'amènent pas le Rwanda à être désarmé. C'est à nous maintenant, en tant qu'État, faire appel à une intelligence stratégique pour voir comment contourner cette donne que l'on croyait être efficace, mais qui a quand même montré ses limites. Et aussi ne pas tomber dans les pièges de l'occidentalisme, c'est-à-dire ne pas trop croire aux promesses de l'Occident. Regardez, quand l'Occident sanctionne le Rwanda, en réalité, ce n'est pas le Rwanda qu'il sanctionne. Il sanctionne quelques acteurs du Rwanda. À la fois, il vous donne ce que vous voulez, tout en sachant que ce que vous voulez ne va pas changer la donne sur terrain. Donc, il y a lieu ici pour nous, c'est peut-être pas le lieu approprié de pouvoir évoquer toutes ces stratégies. Il y a lieu pour nous, en tant que République, de penser comment contourner le Rwanda dans cette manœuvre et l'affaiblir une fois pour tous. Parce que si les M23 sèchent la réunion de Luanda, c'est parce que les M23 sait que le statu quo lui est plus avantagé qu'à la République démocratique du Congo. Comment ça? Mais si sur terrain les choses n'ont pas avancé, si sur terrain la donne reste la même, c'est les M23 qui continuent à tirer avantage. Jusqu'à ce que les M23 subissent une pression. Jusqu'à ce que sur terrain, les M23 constatent qu'il y a difficulté pour lui, à la fois pour avancer, mais aussi pour continuer à contrôler les zones occupées. Les M23 ne vont pas se plier. C'est là où nous devons réfléchir. Nous devons être le moins émotionnel possible, moins émotif, pour être beaucoup plus stratégique dans notre façon de réfléchir. Nous sommes face à une situation qui risquerait d'avoir une même finalité que celle que nous avons connue les années antérieures. Or, cela ne doit pas se répéter parce que le contexte étant totalement différent. Mais pour cela, nous devons nous rassurer que nous avons mis à jour notre façon de penser ces conflits et les solutions que nous proposons. Nous ne pouvons pas apporter la même thérapie dès lors que sur terrain, la dynamique a totalement évolué. Nous aussi, nous devons évoluer. Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que la communauté internationale, qui même si elle ne s'est pas rangée de notre côté, mais a quand même tenté d'isoler le Rwanda en les nommant, en les citant nommément, en les citant comme étant l'instigateur de ce conflit, a procédé à des sanctions, mais ces sanctions qui, affaiblissant le Rwanda, ne l'a quand même pas poussé à mettre fin à cette sale aventure. Et pour cela, nous avons intérêt à repenser notre stratégie, à changer de paradigme pour que cette guerre prenne fin une fois pour toutes. Allez, nous allons déjà à Chita, mais nous allons nous attarder un tout petit peu sur ces sujets. Alors, la politique du gouvernement congolais en matière de gouvernance sécuritaire, est-ce qu'elle est claire? Nous avons suivi dernièrement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur une chaîne des États-Unis. Il affirme l'accord qu'il veut passer avec l'administration Trump pour la sécurisation ou l'aide à l'assistance en matière sécuritaire pour la République démocratique du Congo en échange de nos minéraux. Est-ce que c'est un accord solide? Est-ce que avons-nous une politique claire dans ce secteur où nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel? Ben écoutez, ici, il faut d'abord commencer à apprécier les démarches du chef de l'État qui témoigne de son souci à pouvoir trouver par n'importe quelle voie et quel moyen mettre fin à ces conflits. Nous sommes dans une situation qui perdure et les chefs de l'État estiment qu'il faut tenter à gauche et à droite jusqu'à ce que l'on parvienne à une solution que l'on pourrait juger de beaucoup plus viable et effective. Mais cette démarche comporte trois faiblesses. Première faiblesse, c'est le contexte dans lequel cet accord
voudrait être signé. C'est un contexte sécuritairement en notre défaveur, même si nous voudrons que l'accord puisse nous aider à sécuriser cette zone de la République. C'est-à-dire, le contexte ne nous donne pas le temps de nous asseoir pour réfléchir sur les tenants et les aboutissants. Le contexte ne nous donne pas la possibilité d'évaluer les risques d'une telle démarche. Ça, c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est que ce n'est pas les États-Unis qui viennent vers nous, c'est nous qui allons vers eux. Donc, on ne peut pas prétendre dans un tel accord qu'il y aura gagnant-gagnant. C'est-à-dire, la faiblesse, c'est que le fait que nous allions, nous donnons à l'autre la possibilité de lever les enchères, de marchander jusqu'à ce qu'il trouve ce qui est bon pour lui. OK? Et ici, il faudrait rappeler qu'avec l'avènement du président Trump, il y a la géoéconomie qui devient maître, partant de sa politique, sur la géopolitique. C'est-à-dire, il opère dans la sphère géopolitique avec un regard beaucoup plus géoéconomique. Et il dit que c'est l'American First. Donc, le président Trump n'est pas disposé, même avec la Chine, le président Trump n'est pas disposé à pouvoir traiter d'égal à égal avec un État, surtout pas un État africain. Et comment comprend l'obstination de Kinshasa sur cette question précisément? L'obstination de Kinshasa relève du contexte dans lequel nous sommes. Nous nous sentons acculés de toutes parts et nous voulons avoir une solution. Et je l'ai dit, cette démarche comporte des désavantages ou des faiblesses. Voyez-vous? Et troisième faiblesse de cette démarche que Kinshasa voudrait mener aujourd'hui, c'est de croire une fois de plus que c'est à l'Occident d'assurer notre sécurité. Ceci pourrait pour les uns sembler comme une démission quant à une vocation naturelle pour un État qui consiste à assurer sa souveraineté en sécurisant son intégrité territoriale. Et aussi, il faudrait rappeler qu'est-ce que nous perdrons en donnant ou encore en cédant cette compétence qui est souveraine, à la cédant à un État tiers. Nous ne gagnerons rien finalement. Et à la question de savoir comment vous allez parvenir comment les États-Unis vont parvenir à sécuriser ou à vous apporter l'assistance sécuritaire, le chef de l'État a répondu par la pression et des sanctions. Est-ce que c'est suffisant? Non, Bachar al-Assad a survécu à des années de sanctions. Il y a 12 000 sanctions qui ont été émises contre le régime poutinien. 12 000 sanctions. La Russie est ce qu'elle est. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions peuvent ralentir les élans de l'ennemi, mais les sanctions n'anéantissent pas l'ennemi et ses velléités. Or, ce que nous nous recherchons en tant que République, c'est d'amener l'ennemi à un niveau où il s'est dit qu'il vaut mieux pour lui de ne plus attaquer la RDC, mais aussi de libérer les zones qu'il a occupées. La question serait plutôt de se poser, devrait plutôt être celle-ci. Comment faire pour réfléchir à un double palier? Premier palier, comment procéder par des négociations? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait présenter au Rwanda qui ne remettent pas en cause notre intégrité et nos intérêts nationaux pour les amener à quitter par la voie de la négociation, à quitter les zones occupées par les M23, les supplétifs du Rwanda, mais aussi à un deuxième palier, comment réfléchir sur une réforme rapide, véritable, pour la construction d'une armée républicaine, dissuasive, professionnelle. Avant d'arriver au deuxième palier, d'où
le processus de Luanda reste la seule alternative. Non, aujourd'hui, on n'a plus que le premier palier. Non, on n'a pas que on a des processus. On n'a pas que le processus de Luanda. On a le processus de Luanda, on a le processus de Nairobi. Et à l'issue de la réunion de Dar es Salaam tenue dernièrement, on a estimé qu'il fallait fusionner. L'EAC et la SADC ont estimé qu'il fallait fusionner ce processus-là. Donc, pendant que les autres cherchent à réfléchir comment nous venir en aide par des voies diplomatiques, par la négociation, mettre fin à cette guerre, et tout en sachant que la cessation des hostilités n'est pas forcément la libération des zones occupées par les supplétifs du Rwanda, les M23. Et nous, en tant qu'État, nous devons plutôt comprendre qu'il y a nécessité pour nous de récupérer et de recontrôler l'intégrité territoriale de notre État, tout en se rassurant dans l'avenir que le Rwanda ne s'amuse plus jamais à refaire la même aventure. Or, pour le faire, il faudrait qu'en face du Rwanda, qu'il y ait un véritable État aux fonctionnalités rationnelles. Allez, merci. Comme toujours, ces prouesses sont très nombreuses, mais sa parole reste rarissime, comme à l'image de la ligne en plein midi. Joseph Kabila qui est enfin sorti de sa retraite. Pour la première fois depuis les accusations de son successeur, en l'accusant d'être le vrai commanditaire de l'opposition armée à travers l'Alliance Fleuve Congo, Joseph Kabila a répondu en demandant à son successeur d'apporter des preuves. Un simple discours d'accusation ne vaut rien, il faut plus que ça. Il faut donc des preuves. On va analyser ça, tout ce qu'il a dit dans son interview accordée à la presse sud-africaine. Est-ce que pouvons-nous s'accorder à dire que les hostilités entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila viennent tout juste de commencer? Mais écoutez, il ne faudrait pas qu'on ouvre un nouveau front. Je crois que les fronts, il y en a déjà assez. Je crois que les deux personnalités politiques n'ont pas besoin de ce jeu de ping-pong. Okay. Je vais redire ce que je crois avoir évoqué une fois sur votre plateau. Ce proverbe africain qui dit lorsque la case brûle, ce n'est pas le moment de chasser la souris. Okay? C'est pas moi le moment de s'entrequiser pour savoir qui a fait quoi, c'est à cause de qui. Et on a besoin de regarder dans une même direction. Je pense qu'il faudrait que nous ne tombions pas dans ces pièges où nous allons commencer à nous entretuer alors que l'ennemi est d'abord à l'extérieur et non pas à l'intérieur. C'est ce qu'il nous faut faire. C'est ce qu'il faudrait faire. Ne pas entrer dans ce jeu de ping-pong pour ouvrir un énième front qui n'aiderait pas à ce que les villes conquises aujourd'hui, les régions conquises aujourd'hui reviennent sous la coupe du gouvernement central. Mais la volonté doit venir de Félix Tshisekedi, comme vous l'avez toujours dit, les chefs de l'État doivent construire la paix et non lancer l'appel à la cohésion nationale quand il accuse son prédécesseur d'être le vrai commanditaire de tout ce qui se passe dans l'est du pays. Joseph Kabila réplique en demandant des preuves et donc c'est un défi qu'il lance à son successeur d'apporter des preuves qui étayent son affirmation. Si le chef de l'État peut rencontrer Kagame, le président Kagame, je crois qu'il pourrait aussi rencontrer le président Kabila pour pouvoir échanger. C'est le moins que l'on puisse faire. C'est le moins que l'on puisse faire. Pour avoir été à la tête du pays pendant 18 ans et aussi pour pouvoir tirer au clair certaines choses pour dire que voilà, ici, c'est le Congo qui est en jeu. Ce ne sont pas nos petites personnalités qui sont en jeu, c'est plutôt la République démocratique du Congo qui est en jeu. Il n'y a pas de gloire à voir un État qu'on a dirigé pendant 18 ans disparaître après. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des associations des anciens élèves des TX, des anciens habitants de tel quartier, parce que ça fait partie de notre histoire. On voudrait que ces écoles ne disparaissent pas, sinon c'est une partie de notre histoire qui disparaît. Et pour cela, je pense que l'élégance politique, leur preuve de maturité devrait les pousser en tant que leader national, chacun à pouvoir
prendre langue, ok, à pouvoir discuter. Je ne trouverai pas pourquoi il serait impossible que les deux hommes d'État se rencontrent. Si déjà le président Félix peut rencontrer le président Kagame, il faudrait rencontrer. Parce que l'ennemi va surfer sur nos divisions internes. D'où il est important de ne pas détruire par nos propos, par nos discours, c'est pourquoi nous avons investi beaucoup d'argent. Et c'est pour ça nous avons besoin que l'un comme l'autre se fasse entourer par des gens qui acceptent de regarder le Congo comme étant le bébé à sauver. Okay? Et ici, je vais lancer l'appel comme l'a fait le roi Salomon, qui a dit, bon, dans ce cas, on va couper l'enfant en deux. Et la véritable maman de l'enfant a refusé que l'enfant soit coupé. Donc, c'est pour dire que le fait d'avoir été chef de l'État ne va pas l'empêcher de réfléchir sur le Congo. C'est son droit le plus légitime. Et son diagnostic sur la crise politico-sécuritaire volatile que connaît les pays, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il parle de notre propre responsabilité. Nous avons déconstruit les collines ou les colonnes, le fondamental sur lequel notre État a été bâti. Il faut donc rentrer au processus de reconstruction nationale. De par ma formation en tant que géopolitologue, en tant qu'internationaliste, mais aussi ma formation en leadership, je pense que le mal est d'abord en interne. Nous avons été quelque part les acteurs de la situation que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et quand je dis nous, c'est un nous majestueux. Nous, en tant que peuple congolais, notre indifférence aux questions qui touchent à la survie de la nation, mais aussi la légèreté avec laquelle on a géré, on a managé certaines situations qui, avec une très bonne gestion, un bon management, auraient pu être évitées. Mais aussi les politismes, c'est-à-dire certains qui ont voulu assez que les régimes en place échouent pour pouvoir gagner en santé politique. Donc, le mal est d'abord congolais. Je vais répéter. Un navire peut rester 200 ans, 10 ans, 15 ans sur la mer, il ne va pas chavirer, il ne va pas se faire noyade. Mais le navire va chavirer lorsque, à l'intérieur du navire, il y a une fissure. Ce qui fait crouler les navires, ce n'est pas les eaux autour du navire, mais c'est l'eau qui entre dans les navires. Donc nous avons besoin de faire les ménages en interne. Et les ménages en interne, c'est d'abord la cohésion nationale. Pensez la République démocratique du Congo avant le parti. Que le militantisme se taise et que le patriotisme devienne notre refrain national. Merci beaucoup, Dr Silas Mimile Makangu. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, nous sommes pourchassés par l'État. Merci de votre présence, votre dernier mot et les attitudes que nous devons adopter en cette période cruciale. Eh bien, il faudrait que nous puissions être beaucoup plus stratégiques et moins émotionnels. Okay? Ne pas tomber dans les populismes. Ce qui frise aujourd'hui, c'est de voir que même l'intellectuel veut réfléchir comme l'homme de la rue. On veut réfléchir au nom du militantisme. On veut plaire à la masse, on veut plaire à la base, on veut plaire au parti, on veut plaire à l'Église, en lieu et place de proposer de véritables pistes de solutions qui pourraient dans un premier temps s'avérer impopulaires, mais dans l'avenir, si nous avons l'audace de les appliquer, devenir assez prolifiques. Allez, beaucoup de choses à évoquer avec vous. C'est un honneur de vous avoir ce matin. Merci. Sur Politikon, la force de taille, nous vous retrouvons avec la même dose de plaisir pour une autre émission beaucoup plus élaborée sur votre chaîne. En tout cas, portez-vous bien et à tout à l'heure. Inch'Allah.